Propagation. Le podcast qui décode la guerre informationnelle. Les attaques contre Wikipédia ou contre les grands sites de médias d'information, c'est la même philosophie derrière que les attaques contre les universités. Contre une connaissance que l'on ne veut pas voir et une lutte pour prendre le contrôle de l'information, de ce qui est dit et comment c'est dit. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Propagation. Je suis toujours et encore Guillaume le dit et aujourd'hui on va explorer toutes et tous ensemble l'un des champs de bataille numérique de la guerre informationnelle. Alors pour les plus jeunes de nos auditrices et auditeurs, un petit rappel s'impose. En 2001, Internet commence à s'imposer dans les foyers français. Free a cassé le marché des fournisseurs d'accès à Internet 2 ans auparavant. Et chacun, ou presque, peut donc bénéficier de toutes les connaissances du monde à portée de clic. Cette invention naît d'une hybridation entre recherche de la DARPA, cerveau du CERN, met en ébullition clairement la société française et est en train de supplanter notre bon vieux Minitel. Il fallait le mentionner quand même parce que ça fait partie des ancêtres qu'on peut trouver à Internet. Et en 2001, alors qu'on peine à se représenter les multiples impacts que cette technologie va avoir sur la marche du monde et sur nos vies, intimes notamment, apparaît un projet qui semble correspondre parfaitement à l'utopie que pouvait constituer le réseau des réseaux dans ces années-là. J'ai nommé Wikipédia. Près d'un quart de siècle plus tard, ça ne nous rajeunit pas, l'encyclopédie collaborative est devenue presque malgré elle l'un des derniers bastions d'une certaine idée du web, un web où l'information n'appartient pas à des milliardaires, où les algorithmes ne décident pas de ce que vous devez lire ou de ce que vous devez voir, et où vérification des sources et débats contradictoires priment sur viralité et vanity metrics. Mais ce modèle est plus que sous pression aujourd'hui. On a un certain Elon Musk qui qualifie régulièrement Wikipédia de Wokipédia, superbe jeu de mots entre Wok et Wikipédia bien évidemment. On a les outils d'IA générative qui aspirent les contenus de l'encyclopédie collaborative sans la citer ni la financer bien évidemment. Et dans le même temps, on a des opérations d'influence coordonnée qui tentent de manipuler un certain nombre de ces articles sur des sujets sensibles. Les deux sont évidemment liés, on y reviendra. Pour déchiffrer ces tensions, comprendre comment Wikipédia résiste aux tentatives de manipulation, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Rémi Gerbet. Bonjour. Bonjour. Alors Rémi, vous êtes directeur exécutif de Wikimedia France depuis 2021. Oui. Si je ne me trompe pas, c'est bon, mes sources sont exactes. Et Wikimedia France, c'est l'association qui soutient et développe les projets de l'encyclopédie dans notre pays, dans l'Hexagone. Vous êtes historien de formation, vous avez rejoint l'asso en 2015. Et vous avez donc prouvé votre valeur et grimpé les échelons jusqu'à en prendre la direction. Et vous pilotez aujourd'hui une petite équipe, c'est quoi, une dizaine de salariés ? Ouais, 12 salariés. Ouais. 12 salariés, un petit budget entièrement financé par les dons. Ouais. Je dis petit budget, c'est 1 million d'euros à peu près ? 1,6 million d'euros. Très bien, continuez à donner du coup. Oui. Et vous représentez donc Wikimedia dans les instances européennes de régulation du numérique et puis aussi dans les médias, d'où votre présence ici. Merci, bienvenue dans Propagation. Et merci d'être venu ici pour décoder justement comment Wikipédia fait face à ce que vous appelez, vous, une véritable guerre culturelle. Alors justement, ma première question, c'est celle-ci. C'est qu'est-ce qui vous fait parler, vous, d'une guerre culturelle dont Wikipédia serait devenue la cible ? Bonjour Guillaume, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très content de venir ici, effectivement, et de pouvoir parler un peu des multiples sujets qui entourent Wikipédia. On a le temps, heureusement, dans ce format. Alors, effectivement, j'ai parlé de guerre culturelle parce que si on reprend un tout petit peu l'histoire de Wikipédia, pendant à peu près une grosse dizaine d'années, l'enjeu premier a été de gagner la bataille de la légitimité. Oui, c'est ça. Donc, pendant plus de 10 ans, l'enjeu a été de montrer, de prouver que Wikipédia peut être un outil fiable, au service de toutes et tous, donc de bâtir des partenariats, d'amener à la contribution des chercheurs, de mener en 2013, il y a le premier partenariat en France avec les Archives nationales, qui est un peu le premier grand partenariat en France. Ça a été également de travailler avec également les médias, les politiques, pour faire valoir que le modèle Wikipédia n'était pas juste une utopie dans son coin, mais pouvait réellement s'implanter et être un outil de référence pour beaucoup. Et s'intégrer à la société, s'intégrer à la façon dont on recherche l'information. Parce qu'effectivement, on ne va pas refaire tout l'historique et les anciens combattants, mais il y a eu quand même des vraies résistances. Complètement, pas seulement des encyclopédies traditionnelles ou qui étaient vendues sur CD, comme Encarta à l'époque, on s'en souvient, pour les plus âgés d'entre nous. Mais il y a eu des résistances, évidemment, des professeurs, des formes de
ce qu'on appellerait peut-être aujourd'hui des paniques morales d'un certain nombre de gens qui disaient que ça allait décérébrer une partie de la jeunesse. Ouais. Or, aujourd'hui, 25 ans plus tard, Wikipédia apparaît au contraire comme étant un parangon de vertu, en tout cas en termes de recherche et de vérification de Et l'information. je pense qu'effectivement, ce combat-là, on l'a plus ou moins gagné. Il y a Mmh. toujours des personnes qui sont très critiques avec cette idée que n'importe qui puisse contribuer. Mais globalement, dans les grandes sphères intellectuelles ou universitaires françaises, aujourd'hui, Wikipédia fait partie du paysage et beaucoup de gens collaborent de manière très positive avec l'encyclopédie et Wikimedia France. Mmh. Puis est arrivée la parenthèse Covid. Pendant le Covid, il y a eu, on s'en rappelle toutes et tous, je pense, ce côté de, oh là là, on passe tous en numérique, on se retrouve isolé. Et Wikipédia est devenu à ce moment-là un des bastions, parce qu'on a eu quand même beaucoup de désinformation pendant la pandémie. Mmh. À ce moment-là, l'OMS signe un partenariat avec la Wikimedia Foundation pour garantir un accès à des informations fiables sur la santé à travers Wikipédia. C'était pendant la pandémie. C'était vraiment hein. pendant la pandémie, Mmh. tout à fait, Mmh. ouais, dès 2020. Mmh. Et donc, en fait, après la pandémie, du coup, pour moi, on a changé un peu d'air. À l'époque Wikipédia, sur Wikipédia, on est devenu du coup un espace qui est vu comme fiable, un espace qui est devenu comme central, donc un espace qu'il faut contrôler. C'est ça. Et sur lequel il faut avoir une influence. Exactement, parce qu'il faut avoir une influence. Après du coup 2021, on a commencé à voir apparaître les premières affaires, les premières tensions sur des groupes, que ce soit des groupes politiques. Je pense à l'affaire Wikizedia en France, où l'équipe de campagne d'Éric Zemmour tente de manipuler les contenus d'encyclopédie. Puis on a eu l'affaire avec Avisa Partner, Mmh. cabinet de conseil en communication qui, pour le compte de ses clients, tente de prendre le contrôle de contenu sur Wikipédia en français. Et puis, plus récemment, évidemment, Musk et tout un tas d'autres. Donc, en fait, on voit qu'il y a eu cette bascule avec l'enjeu vraiment de se dire il faut que l'on contrôle ce qui est dit sur nous, sur Wikipédia, afin justement de gagner en influence. L'enjeu, c'est de contrôler ce qui est dit sur nous. Ça concerne aussi des médias. Hein. Vous avez mentionné un certain nombre de ce qu'on appelle donc des affaires, donc de gens qui attaquent Wikipédia. Alors que ce soit, et ça ce sera à vous de nous le dire, hein, mais dans les médias ou devant les tribunaux. Mais quand un média, typiquement comme le magazine Le Point, vous envoie une mise en demeure, menace de révéler l'identité d'un contributeur, déjà, comment ça se passe? Pourquoi? Remettez-nous un peu de contexte. Qu'est-ce qui s'est passé avec Le Point et où ça en est d'ailleurs? Eh ben, ce qui s'est passé, c'est, comme on dit, une histoire finalement tout à fait banale au début. Mmh. C'est-à-dire que on reçoit régulièrement des demandes à Wikimedia France de personnes qui disent « Je voudrais voir cette partie de l'article Wikipédia supprimée ou réécrit, je ne suis pas très content de la façon dont c'est présenté, etc., etc. » À chaque fois, nous, notre réponse, c'est de dire « C'est un travail fait par les bénévoles. Donc, c'est un travail aussi auquel vous pouvez discuter, vous pouvez débattre avec la communauté si vous voulez faire valoir votre point de vue. Votre point de vue doit être appuyé par des sources secondaires, toujours. Mais le débat se fait sur Wikipédia en toute transparence. Mmh. Au départ, ça part d'un simple constat d'un désaccord sur la forme que prend l'article Wikipédia Le Point. Là où ça a dérapé, où il y a eu vraiment un problème dans cette affaire, c'est que le journaliste a choisi comme option, au lieu de discuter de manière sur Wikipédia avec les contributeurs, a préféré l'option de « je vais cibler les contributeurs que j'ai repérés qui contribuent sur l'article Le Point, je vais aller les cibler et je vais leur faire peur, je vais les menacer. Je vais leur dire, si vous continuez à écrire sur Wikipédia, ce qui s'est passé avec l'un d'entre eux, eh ben, c'est très simple, je vais révéler qui vous êtes, où vous habitez, votre employeur, etc. etc. Vraiment sur un ton menaçant. Et on a les mails, on a reçu des échanges mails qui ont même été publiés par le journaliste lui-même, d'ailleurs, qui témoignent de cette attitude. Et là, nous, on a réagi en disant que vous ne soyez pas d'accord avec Wikipédia, pas de souci. L'encyclopédie est ouverte au débat. Et on a vu plein de cas dans lesquels l'encyclopédie et les contributeurs sont remis en question en disant oui, sur cet article-là, c'est pas parfait, il faut qu'on améliore. Et ils l'ont fait pour le magazine Le Point à cette occasion-là. Là où nous, on n'est pas d'accord, c'est cette méthode d'aller cibler des contributeurs et de les menacer. Suite à cette réaction de la communauté, Le Point a surréagi à son tour. On en était à une dizaine d'articles en une quinzaine de jours contre Wikipédia et Wikimedia France. Certains médias ont pris le parti de Wikipédia, ce qui a encore plus fâché Le Point, qui du coup a attaqué ses autres collègues, notamment de Radio France, etc. Ça a Donc pris des proportions assez dingues. Assez incroyables. Nous, ce qu'on a essayé de faire ensuite depuis, c'est qu'on a quand même signalé ces comportements au Conseil de déontologie du journalisme, qui a d'ailleurs rendu un premier avis très récemment, la semaine dernière, dans lequel le CDJM considère lui aussi que les méthodes employées par le journaliste en question
ne sont pas éthiques et déontologiques par rapport au travail d'un journaliste. Effectivement, je ne suis pas sûr que ce soit dans la charte de Munich le fait d'autoriser un journaliste à menacer des contributeurs d'une encyclopédie en ligne pour faire en sorte que la page de son journal soit modifiée. Bon, il y avait une contestation sur la qualification d'islamophobe, hein, si je me souviens bien. Tout à fait, ouais. Un magazine islamophobe issu de la droite dure, c'était des termes qui ne leur plaisaient pas. Bon, comme vous le disiez, et je crois que là, il faut faire une incise pour celles et ceux qui sont peut-être pas vraiment familiers du fonctionnement de l'encyclopédie. Vous l'avez mentionné un peu rapidement en passant, mais vous parlez de sources secondaires et vous parlez de communautés. Alors, c'est ça qui parfois peut effectivement surprendre un certain nombre de gens. On entend encore souvent en 2025 des gens qui se disent moi, je sais pas, je prends un exemple au hasard, Michel Drucker, je ne peux pas modifier moi-même ma fiche Wikipédia qui dit des bêtises sur moi parce qu'on me demande des sources pour l'affirmer alors que je suis la source principale vu que c'est moi, Michel Drucker. Comment ça se passe dans ces cas-là et pourquoi il y a une difficulté encore à saisir la façon dont fonctionne Wikipédia? Ouais. Parce qu'effectivement, tout part du principe que c'est une encyclopédie. Et ce n'est pas un blog personnel, c'est pas un endroit, c'est pas mon site perso. Et donc, il a bien fallu un moment donné, pour les contributeurs, et pour aussi gagner en fiabilité, savoir quelles informations, quelles sources on prenait pour justifier qu'une information valait le coup d'être ajoutée dans Wikipédia. Une source primaire, ce que tu évoques là, c'est-à-dire le côté de « je sais, je témoigne, j'écris ce que moi je pense » ou ce que moi je sais, et donc ça vaut comme source, ça a été en grande partie rejeté sur Wikipédia parce que ça veut dire que c'est une position personnelle. Et du coup, l'encyclopédie et les contributeurs se sont orientés plus vers des sources secondaires, c'est-à-dire des sources qui ont été au moins relues, validées par des comités, par exemple, de relecture. Par exemple, dans la presse, dans les médias, il y a des comités éditoriaux ou des ouvrages publiés dans des maisons d'édition où il y a des comités de relecture qui valident le contenu qui est publié. Et donc, c'est pour ça qu'on dit on s'appuie surtout essentiellement sur des sources secondaires pour justifier du coup l'incise d'une information dans Wikipédia, parce que c'est une information qui a déjà été vérifiée par d'autres, et donc qui aussi est, on va dire, plus notable à leur ajouter. Donc, mais c'est compliqué. Chaque information doit être sourcée, c'est bien ça que vous c'est bien C'est ça l'objectif. Que vous dites. C'est l'objectif. Évidemment, c'est pas parfait partout, mais c'est vraiment la logique sur Wikipédia. Et donc oui, effectivement, prenons le cas de un article de presse qui serait à visée plutôt biographique, où on fait le parcours un peu d'une personnalité, et cet article se trompe. Il y a une erreur dans l'article. Cette erreur va se retrouver effectivement sur Wikipédia. Et là, souvent, les personnes vont plutôt venir voir Wikipédia en demandant à Wikipédia de corriger, plutôt que d'aller voir le journaux pour dire, en fait, corrigez ce que vous avez mis. Et donc, effectivement, il y a cet effet-là d'erreurs qui peuvent se répercuter dans Wikipédia et que parfois, il est difficile effectivement de faire changer parce que la communauté va dire, on est ouvert à la discussion, mais il faudrait qu'on ait une autre source pour venir contrebalancer. Et dans le cas du magazine Le Point, c'était aussi un peu ça le problème. C'est-à-dire que les sources qui étaient mentionnées pour qualifier la ligne du média Le Point considérait que ces autres sources étaient elles-mêmes orientées. Voilà. Et donc là, on arrive à un des points les plus difficiles à expliquer quand on parle de Wikipédia, c'est la neutralité de point de vue. Alors ça, peut-être effectivement, il va falloir en parler dès maintenant. On n'a pas mentionné d'ailleurs les fondateurs de Wikipédia, Jimmy Wales qui est encore aux commandes, l'homme d'affaires, et puis Larry Sanger qui était développeur, qui est sorti, je crois, à une époque, il y a quelques années maintenant. Oui. Et donc Jimmy Wales a cette espèce de principe de neutralité axiologique presque, qui se traduit comment alors ? Alors, effectivement, il y a deux choses à ne pas confondre. Wikipédia n'est pas neutre. Où on n'a pas une vocation universelle à être neutre. D'ailleurs, qu'est-ce qu'être neutre ? Qui est neutre ? Je demande à ce qu'on me montre le premier qui est neutre. Alors attention, des gens vont faire des découpages de cet extrait puis les mettre partout sur les réseaux sociaux. Rémi Gerbet, Wikipédia n'est pas neutre. Non, Wikipédia n'est pas neutre. Par contre, Wikipédia a la neutralité de point de vue comme un de ses principes. Et qu'est-ce que c'est que la neutralité de point de vue ? C'est essayer, parce que ce n'est pas parfait partout et c'est quelque chose sur lequel on tend, essayer de représenter à juste proportion dans l'article Wikipédia tous les points de vue et opinions qui s'expriment sur ce sujet-là. C'est ça notre point de vue. Donc, effectivement, sur un sujet particulier, et je prends toujours en exemple un peu le cas de l'article sur le 11 septembre, les attentats du 11 septembre à New York en 2001, parce que c'est un peu le premier cas qui a forcé la communauté à travailler très vite. Wikipédia avait 8 mois à ce moment-là d'existence. Oui, c'était un crash test. Un crash test un peu très fort. Ouais, L'idée, c'était de dire, c'est très simple, l'article Wikipédia qui concerne le 11 septembre va retracer les événements factuels tels qu'ils sont aujourd'hui reconnus majoritairement par la presse, les médias, la recherche, etc. On ne va pas pour autant cacher
sur l'article qu'il existe des théories alternatives. On ne va pas le cacher, ça va y figurer, ça va être mentionné. On va même avoir un sous-article qui va détailler ces théories alternatives. C'est ça la neutralité de point de vue. C'est du coup, on explique qu'il y a d'autres points de vue qui s'expriment sur ce fait-là. L'article va parler majoritairement du fait aujourd'hui reconnu et on va mentionner qu'il existe d'autres versions. Oui, c'est ça. C'est pas le fameux 5 minutes pour les Juifs, 5 minutes pour Hitler. C'est de quand même avoir une neutralité de point de vue, mais une gradation, quand même, une hiérarchie dans ce qui semble être, c'est-à-dire que vous faites l'écho de la hiérarchie de l'information, effectivement, telle que les médias dits traditionnels encore il y a quelques années le mettaient en scène dans une optique effectivement encyclopédique et donc historique, ce qui est différent du traitement de l'information. Mais cet exemple du 11 septembre, il est intéressant parce que c'est sans doute une des premières guerre d'édition, ce qu'on appelle une guerre d'édition sur une page Wikipédia, c'est-à-dire que différents contributeurs avaient différents points de vue et tentaient de privilégier leur point de vue sur les autres. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui préserve Wikipédia de tentative de manipulation du coup, puisque si des gens s'organisent pour dire je vais devenir contributeur Wikipédia sur le long terme et du coup je suis, imaginons, d'extrême droite par exemple, et donc je vais privilégier les points et les sources d'extrême droite pour justifier mon propos, comment vous faites pour équilibrer tout ça ? C'est un travail constant. Il y a déjà plusieurs mécanismes ou règles sur Wikipédia qui font une partie du boulot. Je m'explique, on a parlé justement de la neutralité de point de vue. Si on voit un article Wikipédia qui n'utilise qu'une seule sorte de source dans ses références, soit l'article sera supprimé, masqué, parce que manifestement, il est là à visée promotionnelle, soit le sujet en lui-même paraît tout de même admissible, paraît tout de même pertinent sur Wikipédia, et dans ce cas-là, vous aurez les fameux bandeaux d'avertissement que vous allez voir en haut de l'article. On en a vu un certain nombre. Voilà, vous allez voir, attention, cet article est peut-être manque de neutralité de point de vue, ou manque de sources secondaires, etc., etc. Donc, le choix est fait de dire, on ne va pas supprimer le contenu, mais on va alerter le lecteur sur le fait que ce contenu-là n'est peut-être pas de qualité suffisante pour être complètement encyclopédique. Ça, déjà, c'est faire confiance dans la maturité et l'intelligence du lecteur quand il va lire Wikipédia. Ensuite, il y a d'autres mécanismes plus internes. La communauté s'organise. Il y a notamment régulièrement des votes pour élire des administrateurs de l'encyclopédie. Tout ça est parfaitement transparent. On peut voir les votes, les discussions, les débats qu'il y a autour des candidatures. Et c'est un forum merveilleux. Tout ce qui se passe derrière la page que vous voyez s'afficher, c'est assez intéressant quand vous avez un petit compte sur Wikipédia pour aller chercher un petit peu et vous pouvez rentrer dans l'historique de la page. Toutes ces discussions, c'est passionnant. Voilà. Et donc, ces personnes qui sont administratrices de Wikipédia, ils ont du coup des droits supplémentaires. Ils peuvent par exemple du coup bloquer des pages en écriture quand il y a ce que tu appelais justement une guerre d'édition, des contributeurs qui s'opposent sur un sujet et qui s'annulent mutuellement les modifications, tentent absolument de forcer un point de vue. Un truc peut arriver et dire c'est très simple. On met en pause. L'article est gelé en l'état. Et en gros, pendant 1 semaine, 2 semaines, tout le monde se calme et on reprendra la discussion quand la tension sera redescendue. On peut aussi également bloquer des contributeurs directement. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui vraiment outrepasse les règles de l'encyclopédie. Le 4e principe fondateur, c'est Wikipédia a des règles de savoir-vivre. Nous disposons aujourd'hui d'un code de conduite universel qui s'applique sur toutes les plateformes Wikimedia, mais également dans les organisations comme Wikimedia France. Et donc, si des contributeurs sont en violation directe de ces règles-là, ils peuvent être simplement bloqués de l'encyclopédie. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est-à-dire qu'il y a une étiquette. Alors à l'époque, on parlait de netiquette, en un mot, N-E-T, étiquette, pour dire comment, pour qualifier la façon dont on pouvait se comporter sur Internet. Et c'est très lié, évidemment, au fonctionnement d'un certain nombre de forums à l'époque. Wikipédia a gardé cette historique-là dans son fonctionnement, cette question du forum au sens presque agora et de la délibération collective mi-normée. C'est-à-dire il y a une normativité de cette délibération collective et c'est l'exemple le plus opérant de cette philosophie finalement qui est très très liée à Internet et que vous faites vivre au quotidien, quoi. Oui, complètement. Et comme on dit, une communauté comme Wikipédia en français, aujourd'hui on est à peu près à 40 000 contributeurs actifs. Une bonne majorité sont encore quand même français, mais c'est une communauté francophone avant tout, donc on a aussi des sujets des fois d'interculturalité entre nos amis québécois, nos amis africains, etc. Mais c'est une communauté du coup, qui nécessite aussi un entretien, c'est-à-dire qu'on a des générations de Wikipédiens qui se succèdent, des nouvelles personnes qui arrivent dans l'encyclopédie, qui doivent
en 2025, s'adapter à des normes et à des façons de faire qui datent des fois de 2005. Donc il y a des fois un enjeu aussi d'acculturation des nouveaux membres contributeurs sur l'encyclopédie. Et puis il y a aussi simplement aussi la société qui évolue et il a besoin de faire adapter ses règles, d'adapter des fois les modes de fonctionnement. Et donc c'est là où nous, Wikimedia France, on joue un peu notre rôle vis-à-vis de la communauté. C'est-à-dire que l'idée, c'est absolument jamais avoir de rôle de décision éditoriale. Le contenu est décidé par la communauté des bénévoles, démocratiquement, etc. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, en tant que patron, intervenir et dire « Ah non, 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 là-dessus, il faut emprunter. Ça, jamais. Vous n'êtes pas rédacteur en chef. Exactement. C'est on n'est pas rédacteur en chef. préciser. Notre rôle, ce n'est pas de dire nous, cet article-là, on pense qu'il est bien, il faut le faire comme ça, ou etc. On n'est pas du tout dans ce rôle-là. Notre rôle à Wikimedia France, c'est de s'assurer que la communauté a les moyens et les outils pour continuer à fonctionner. C'est ça notre rôle. Et donc, par exemple, ça passe par leur filer des fois, de leur proposer des formations. Par exemple, comment gérer des conflits en ligne. Il y a des sujets là-dessus. Et du coup, on va proposer, nous, à la communauté, des formations pour travailler là-dessus. On va évidemment leur proposer également du soutien juridique quand ils sont menacés, du soutien psychologique quand il y a besoin. Voilà. Notre idée, c'est vraiment de s'assurer que l'écosystème autour de Wikipédia leur permette de continuer à faire ce qu'ils savent faire depuis 25 ans et leur permettre de continuer à le faire pour les 25 prochaines années. Et cette communauté de contributeurs, elle évolue, elle vit bien. Il y a notamment en termes de génération, on n'est pas que sur la génération qui est la nôtre, qui est à peu près déjà des dinos du web d'une quarantaine d'années. Ou est-ce qu'on a des jeunes gens qui rejoignent la communauté ? Comment ça évolue ? Comment vous voyez les choses évoluer ? Alors, c'est intéressant parce que là, chaque communauté linguistique est vraiment différente. Il faut voir que Wikipédia, effectivement, est structuré par langue. Et donc, la dynamique de la Wikipédia en allemand n'est pas du tout la même que la Wikipédia en français. Déjà pour des raisons démographiques. Voilà, tout simplement. Donc, la Wikipédia en allemand, effectivement, décroît en termes de nombre de contributeurs, par exemple. La Wikipédia en français, c'est pas le cas. C'est pas le cas parce qu'on bénéficie maintenant d'une collaboration mondiale autour de la langue française qui permet en tout cas de maintenir une certaine dynamique. L'enjeu que l'on a n'est pas tellement, comme on dit, du coup, sur le nombre de contributeurs, parce qu'on voit des nouveaux arriver quand même régulièrement. La question, c'est plutôt lesquels parmi ces nouveaux contributeurs vont prendre des responsabilités. Et par exemple, le petit signal alarmant que l'on a, nous, c'est que le nombre d'administrateurs, on en a déjà parlé, par contre, décroît depuis 10 ans. D'accord. On était à 190 administrateurs en 2015, on est à 144 aujourd'hui. Donc il y a une décroissance lente, mais qui est présente. Pareil pour les personnes qui font de la patrouille, de la modération, de manière très active. Je crois qu'on était à 1900-2000 en 2015, on est autour de 1004-1005 aujourd'hui. Donc on voit une nouvelle génération de contributeurs, mais cette nouvelle génération de contributeurs, aujourd'hui, on ne sait pas trop pourquoi, on travaille là-dessus justement avec nous par nos formations, etc., ne prend pas pour le moment de responsabilité plus globale dans l'encyclopédie. Peut-être que c'est parce qu'il y a des coups à prendre et de plus en plus de coups à prendre et des intérêts qui font que vous êtes au centre de ce que vous avez appelé une guerre culturelle. Cette guerre culturelle, elle est liée au sujet évidemment dont on parle dans Propagation par évidemment la question des outils d'IA générative que j'ai mentionné tout à l'heure. Alors on va pas faire d'explications techniques trop profondes pour pas perdre tout le monde, mais il se trouve que parmi les ressources en ligne dont s'inspirent, pour ne pas dire autre chose, les outils d'intelligence artificielle pour vous répondre à l'ensemble des questions que vous leur posez, il y a Wikipédia qui a très clairement été aspiré dans le corpus de ChatGPT, Mistral et autres gros modèles de langage. Déjà, est-ce qu'ils avaient le droit de faire ça ? Alors, la licence de Wikipédia, elle est sous CC by SA, on appelle ça, donc c'est-à-dire Creative Commons, avec obligation de citer les auteurs et s'il y a modification du contenu, de le partager sous la même licence. Ça, la licence de Wikipédia. Donc, en principe, ils ont le droit de réutiliser le contenu de Wikipédia. Wikipédia est ouvert à l'utilisation, même à but commercial. Et ça a toujours été notre philosophie de dire l'objectif, c'est que la connaissance soit accessible à tous, sans limite, sans barrière, que ce soit via les plateformes Wikimedia ou même ailleurs. Voilà, ça c'est la philosophie globale du mouvement. Maintenant, une fois qu'on a posé juste cette petite base juridique, il y a quand même des abus. C'est-à-dire que on devrait avoir au minimum une transparence de ces modèles d'LLM sur les contenus qu'ils ont utilisés. Bien on sûr. le sait qu'ils ont utilisé Wikipédia, ils ne le disent pas, ou à mots couverts. Voilà, il y a quand même des réponses, des fois, qui sont du copier-coller,
directement d'articles sur Wikipédia. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait la transparence sur qu'est-ce que vous avez utilisé comme données et contenu. Et puis, on voit les bots d'aspiration qui passent sur Wikipédia. La Fondation s'est plaint que cela surchargeait ses serveurs de manière inutile, alors qu'il y a des moyens plus propres de venir utiliser les données des projets Wikimedia. Oui, parce qu'il faut bien comprendre que tous ces outils, effectivement, crawl, c'est-à-dire on voit des robots pour scruter, voir ce qui se passe sur les pages en question. Ça ping les serveurs et ça fait un certain nombre de surcharges qui nuisent à la rapidité de consultation en plus de l'encyclopédie. Tout à en fait. ligne. Alors que la Fondation a mis en place des systèmes d'API ouverts, donc des systèmes pour aller chercher le contenu sur Wikipédia ouvert, qui sont à disposition. Voilà. Bref. Il y a ça, et puis deuxièmement, il y a la problématique que du coup ces IA, ces LLM du coup recrachent du contenu qu'ils ont puisé sur Wikipédia, sans citer que ça vient de Wikipédia, sans faire de lien, sans faire de rappel vers Wikipédia. Et ce fait-là provoque, on a vu récemment, du coup on a une petite étude, une baisse du nombre de lecteurs sur Wikipédia, estimée autour de 8%. Okay. Cette baisse, du coup, on l'explique en grande partie par la consultation du coup des IA génératives, les gens vont chercher l'information sur ces IA directement, et aussi par les résumés automatiques par IA des principaux moteurs de recherche. Et vous mentionnez cette histoire de lien, ce qui me fait penser quand même à quelque chose d'assez fondamental dans tout ce paradigme qui est en train de changer drastiquement de consultation de l'information en ligne à cause ou grâce, on va dire, des intelligences artificielles, des outils d'intelligence artificielle générative, c'est cette question de la source et du lien et de même techniquement de ce lien hypertexte qui fait le cœur même de Wikipédia techniquement, du fait de pouvoir faire un lien vers une source secondaire, de renvoyer les articles les uns aux autres, etc. Et c'est la même chose effectivement pour un certain nombre d'acteurs de la presse et de l'information. Vous parlez de triple menace de l'IA générative par rapport à Wikipédia. Il y a cette menace-là, donc cette menace, on va dire presque économique. Vous parlez aussi de menaces épistémologiques. C'est lié à ça? C'est lié à cette idée d'absence de lien, d'absence de source? Oui, parce que nous, ce que l'on anticipe, ce qui est un risque potentiel vraiment à moyen terme, c'est que le fait de ce manque de traçabilité de l'information et de renvoi vers Wikipédia va certes peut-être faire baisser le nombre de lecteurs. Mais qui dit baisse de lecteurs dit potentiellement aussi baisse de contributeurs à moyen terme. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas en français, mais baisse de contributeurs, peut-être aussi du coup baisse de donateurs. Et donc ça peut vouloir dire du coup à moyen terme une fragilisation plus globale du système en fait de l'organisation Wikimedia et de Wikipédia. Et cette fragilisation, une baisse de contributeurs, amènerait aussi du coup une baisse de la qualité des contenus, moins de modérateurs, moins de personnes qui voudraient ajouter de nouvelles informations. Baisse du contenu, qualité du contenu, veut dire aussi baisse de qualité des contenus de ces mêmes LLM. Qui s'en nourrissent. Parce qu'aujourd'hui, si on part du principe que ces LLM s'entraînent sur le web, on sait qu'il y a de plus en plus de contenu généré par des IA qui traînent sur le web, et on a du coup un phénomène de photocopie, c'est-à-dire qu'à la fin, l'encre, elle est grise blanche. Voilà. Et donc, on perd en qualité de l'information. Et c'est ce risque-là que l'on voit potentiellement à moyen terme là-dessus. C'est extrêmement intéressant, et c'est effectivement, alors on a une forme de crainte collective. Évidemment, quand je dis collective, c'est tous les gens qui s'intéressent à la façon dont on s'informe sur Internet et sur les réseaux sociaux, qui fait qu'effectivement, ces outils d'extraction de l'information et comme vous le disiez tout à l'heure, qui recrachent l'information sans forcément la sourcer, ni d'ailleurs comprendre ce qu'ils sont en train de faire, peut poser effectivement une menace d'ordre existentiel sur Wikipédia. Qu'est-ce que vous faites pour répondre à cette menace-là? Comment vous avez mentionné la formation, vous avez mentionné la nécessité de sans doute prendre la parole sur ces sujets, d'expliquer ce qui fait le cœur de Wikipédia. Vous restez pas passif, vous développez un certain nombre de choses. Non, complètement. Je rajouterais du coup d'ailleurs, mais je pense que ça va faire le lien avec la suite de notre conversation, une troisième menace qui est même liée au contenu de Wikipédia. C'est-à-dire les contenus générés par IA qui sont directement intégrés dans l'encyclopédie ou les projets Wikimedia. D'accord. J'en vois de deux sortes. Il y a les contenus images, vidéos, etc. Sur Wikimedia Commons, la médiathèque qui est derrière un peu Wikipédia, il y a une acceptation avec beaucoup de guillemets de contenus générés par IA. L'idée, c'est de dire il faut que c'est vraiment un but pédagogique, éducatif, que vraiment on n'a pas d'autres contenus qui répondent à ce besoin-là et que là, l'image générée par IA permet de combler vraiment un vide qu'on n'avait pas. C'est l'acceptation sur Commons. D'accord. Sur Wikipédia, il y a la question d'articles générés entièrement par IA.
avec des fois, du coup, des sources totalement inventées derrière. Donc là, par exemple, on a des contributeurs allemands qui ont imaginé un petit système pour contrôler les numéros ISBN, qui répondent quand même à une norme particulière, et on arrive comme ça à savoir si ce sont en fait des faux numéros ISBN, trucs qui ont juste été générés comme ça, et donc ça permet un peu de voir si Alors, le contenu les était... numéros ISBN, ça permet de repérer un ouvrage qui a été publié. C'est Exactement, ça, hein, tout à fait. La norme internationale. Voilà. Donc on a ce genre de problématique, on a la question C'est drôle. de personnes, et notamment là je pense, et on en reparlera je pense après, d'acteurs étrangers ou d'acteurs français qui cherchent à influencer le contenu sur Wikipédia et qui vont générer de faux sites de presse, par exemple, par IA, qui vont ensuite essayer de les mettre dans Wikipédia Comme source valable. Exactement, D'accord. qui apparaissent comme des sources valables afin ensuite d'influencer le contenu. Et on a aussi des usages de l'IA dans les débats entre Wikipédiens. Lorsque quelqu'un veut absolument fatiguer son opposant, il génère des textes de réponse par IA qui balancent dans les discussions sur Wikipédia pour épuiser vraiment l'adversaire. C'est vrai qu'en outil de trolling conversationnel, ça doit être assez puissant. Voilà, et on le voit très bien lorsqu'il y a eu même pas une minute qui s'est passée entre les deux réponses et que la personne arrive avec un texte qui fait 3 pages, on se doute bien que la personne n'a pas généré ça toute seule avec ses petits doigts en moins d'une minute. Oui, donc c'est des menaces à tous les niveaux en fait. Hein. Oui, On mesure pas à ce point-là, à chaque niveau, l'utilisation de l'IA pouvait pose de vraies questions. Maintenant, effectivement, comme tu l'as mentionné, on reste pas inactif par rapport à ça. Tout d'abord, à l'échelle du coup de la relation avec les producteurs d'IA, nous on travaille, on communique avec eux, la fondation aussi, surtout la fondation. Et est-ce que eux communiquent avec vous ? Un peu moins, mais en tout cas, on y travaille. L'idée, c'est vraiment de les convaincre de passer par les systèmes d'API proposés par la fondation, de leur dire arrêtez de charger nos serveurs pour rien, venez collaborer de manière concrète, mais aussi propre, voilà, et avec une relation de réciprocité. Vous utilisez nos contenus, on est d'accord pour ça, mais en échange, faites-le de manière logique, correcte, potentiellement via la filiale de la fondation qui s'appelle Wikimedia Enterprise, qui fait du coup des relations plus commerciales. Ça peut être un jeu de donnant-donnant sur ce côté-là. Ils auraient pu commencer par là d'ailleurs. Exactement, on va commencer par là. Donc il y a effectivement cette approche-là vis-à-vis des producteurs d'IA. Ensuite, il y a la question de comment est-ce qu'on équipe nos communautés et nos bénévoles pour faire face aux autres enjeux. Donc il y a à la fois des fois la communauté qui s'organise elle-même. Donc par exemple sur Wikipédia en anglais, parce qu'en français il y a des projets en anglais, ça s'appelle le Wiki Cleaner AI Project. Et donc l'idée c'est de repérer les contenus générés par IA dans Wikipédia pour aller du coup les effacer, les supprimer, etc., etc. Et puis il y a aussi comment est-ce que l'IA n'est pas qu'une menace pour les projets. On a parlé beaucoup des menaces là actuellement, mais ça peut aussi être un outil utile pour les projets Wikimedia. Et sur plusieurs aspects, notamment, alors on utilise déjà de l'IA, d'ailleurs dans le projet Wikimedia depuis des années. Par exemple, je pense à Wikisource, qui est la bibliothèque numérique en ligne des projets Wikimedia, qui utilise un système d'OCR, c'est un système de reconnaissance de texte pour extraire du texte, notamment des archives, etc., et les transformer en format texte éditable. Oui, c'est ça, c'est-à-dire un texte d'archive écrit à la main qu'on ne reconnaît pas très bien, comme une écriture de médecin par exemple. On le prend en photo, on le numérise et un outil OCR permet de repérer et de le mettre au propre sur un traitement de texte. Donc on a déjà effectivement ce type d'outils dans le mouvement Wikimedia. On a aussi développé la fondation notamment des outils justement d'IA pour aider à détecter le vandalisme. Donc, vandalisme, on parle d'ajouts, d'insultes, de mots, de propos qui n'ont pas leur place de toute façon nulle part sur le web. Et encore moins sur Wikipédia. Et du coup, ce système-là permet de les détecter dès leur écriture et de les supprimer, d'empêcher que ce soit visible sur Wikipédia. Parce qu'effectivement, on voit de temps en temps passer encore des captures d'écran de biographies, de pages biographiques où on déclare que les gens sont morts alors que pas du tout. On fait des blagues sur le fait que il y a encore quelques trolls qui s'amusent à modifier des pages Wikipédia. Même des médias, c'est terrible pour ça. À faire quelques petites captures d'écran et dire regardez, j'ai piégé Wikipédia, machin, etc. Puisque effectivement, avec une modération humaine et quelques patrouilleurs qui patrouillent de temps en temps pour vérifier l'intégrité, j'allais dire l'intégralité, mais l'intégrité des pages en question, il est compliqué d'automatiser tout ça. Pourtant, vous commencez peut-être à y penser. On a des bots, on a des systèmes qui déjà, pour plein de mots, plein de propos, qui de toute façon sont illégaux ou n'ont pas leur place, faire en sorte que ce ne soient pas des humains qui aillent faire la modération à la mano et que ce soit du coup des bots, des petits robots qui les suppriment tout de suite. Donc ça, on a ces systèmes-là. Et on est parfaitement conscient qu'on peut aller un peu plus loin que ça.
Notre ligne rouge, c'est toujours l'idée que le contenu sur Wikipédia, la façon dont le contenu est agencé, la façon dont il est créé, demeure entre les mains des humains et des communautés. Ouais, c'est pas human in the loop, c'est human first, quoi. Exactement. Human first, Ouais. c'est d'abord, Wikipédia est l'encyclopédie humaine, c'est ça vraiment que l'on cherche à défendre, à promouvoir, ce sont des humains qui sont sur Wikipédia. Par contre, on peut avoir des humains assistés, aidés. On pense notamment à peut-être des systèmes d'IA d'aide justement à la lutte contre la désinformation. On parlera un peu après justement. On peut en parler peut en parler tout de suite, maintenant, par exemple, du projet, si tu le souhaites. du projet Prompt. On parlait aussi forcément d'un système d'IA, par exemple, d'aide pour trouver les informations ou les règles sur Wikipédia. Il y a beaucoup de règles sur Wikipédia. Est-ce qu'à terme, on ne pourrait pas avoir un petit assistant IA qui aide les contributeurs à mais est-ce que ce sujet-là il est admissible? Où est-ce que je trouve l'information? Quelles sont les dernières règles qui s'appliquent, qui ont été votées par la communauté sur tel et tel sujet? Et comment est-ce que je peux faire en sorte que mon article soit, on va dire, dans les formes attendues par Wikipédia? Donc il y a plein de pistes. Ça, si vous le faites, est-ce que vous pouvez représenter cette petite aide par un petit trombone avec des grands yeux? Ça nous rappellera. Ça nous rappellerait de mon petit souvenir, exactement. Voilà. Avec un monsieur Clippy qui s'appellerait Wiklippy, par exemple. Ce serait rigolo. Mais bon, ça, ce sont des idées qui sont un lot, mais effectivement, de manière plus concrète, il y a actuellement effectivement le projet Prompt, qui est donc ce projet financé par la Commission européenne en partenariat du coup avec OPSI et tout un consortium européen mêlant médias et universités. Oui, donc c'est là que je dois faire le disclaimer en disant que Voilà. OPSI, évidemment, finance et produit propagation et que du coup, OPSI ne fait pas que ça, mais développe un certain nombre d'outils d'intelligence artificielle et de LLM, parmi lesquels, évidemment, ce projet Prompt, puisque maintenant, on commence à se tutoyer au fur et à mesure du podcast. On ne s'était jamais rencontrés, mais c'est comme ça, les podcasts, c'est aussi des conversations qui sont des rencontres. Donc tu peux effectivement, maintenant qu'on a mis tout le cadre, nous expliquer effectivement en quoi ça consiste et en quoi justement l'intelligence artificielle peut être utilisée à bon escient, on va dire. Ouais. Alors le projet Prompt, il a pour objectif d'étudier justement les narratifs de désinformation et les détecter, et les tracer. Autour de 3 thématiques, il y a le conflit en Ukraine, les contenus autour des personnes LGBTQIA+, et les élections européennes. Des sujets relativement sensibles. Des sujets sensibles, dans lesquels on sait qu'il y a de la désinformation en Europe qui circule via réseaux sociaux ou via médias. Et donc, l'idée, c'est que lorsque je suis notamment un journaliste qui tombe sur une information, j'ai du mal à savoir, c'est très compliqué aujourd'hui de savoir d'où elle provient, qui l'a produite, pour qui, pourquoi et comment. Et Prompt permet justement d'analyser ce contenu et de tracer justement son origine. D'accord. Est-ce que c'est un contenu du coup qui a été généré par des farms russes justement pour dénigrer le gouvernement ukrainien, et tout ce propos-là du coup est analysé et permet du coup d'avoir un peu de recul sur l'information que je vais consulter. Et pour nous évidemment, pour Wikimedia France et les Wikipédiens, cet outil il est extrêmement utile. Parce que on a parlé justement de la problématique des sources générées par IA ajoutées dans des références sur Wikipédia. Je suis contributeur à Wikipédia. C'est très compliqué d'arriver à regarder une source, me dire mais celle-là, elle est fiable, pas fiable, le contenu qui est dessus, qui l'a produit, j'en sais rien. Je suis pas en plus un journaliste, c'est pas mon métier. Donc arriver et dire, mais en fait c'est très simple. Tu peux contrôler cette source, vérifier en tout cas. le contenu en tout cas qu'elle produit, et est-ce qu'elle contient ou pas des narratifs de désinformation déjà précédemment identifiés. C'est ça l'objectif. Donc c'est pour ça qu'on travaille du coup dans ce consortium, parce qu'on on voit évidemment l'intérêt direct pour Wikipédia, et on est aussi très content et heureux que OPSI justement nous ait intégrés, parce que pour eux en tout cas, c'est ce qu'ils disent, et j'en suis très heureux. Pour eux, Wikipédia fait partie d'un écosystème numérique qu'il faut protéger. Aujourd'hui en Europe, c'est peut-être selon moi un des derniers espaces publics numériques, un endroit effectivement, comme on dit, on va tous lire la même information. Donc il est important d'outiller la communauté pour ça. C'est extrêmement intéressant ce que tu évoques en termes d'espace public numérique et de nécessité de le préserver, puisque c'est ce dont on parle au sein de Propagation à peu près tous les épisodes. Je reviens aux attaques qu'on subit sur ce terrain-là avec cet horrible exemple de Grokipédia. Il va peut-être falloir qu'on en parle. Alors évidemment, j'essaye d'éviter de parler d'Elon Musk à chaque épisode, mais il se trouve que malheureusement, l'homme le plus riche de la planète a quelques visées sur la façon dont
on s'informe et la façon dont même on présente les informations récentes comme l'histoire même de notre civilisation, en tout cas de l'histoire de l'humanité tout simplement, hein, de façon tout à fait humble de sa part. Donc il a pas tout seul avec ses petites mains, mais en tout cas, un projet a été lancé dans le cadre de son entreprise d'intelligence artificielle qui s'appelle Grokipédia pour se faire le pendant généré par intelligence artificielle entièrement de Wikipédia. Alors déjà, est-ce que vous savez où ça en est, ce projet ? Est-ce que c'est... alors, à titre personnel, j'ai fait un petit peu de test pour préparer cette émission, mais je ne pouvais pas rester très longtemps sur cette interface. C'était un petit peu dur pour moi. Donc voilà, est-ce que vous savez où en est le projet ? Et quel est, in fine... Alors, il ne s'exprime pas trop sur le sujet, Elon Musk. Donc, quel est, selon vous, en tout cas, in fine, le endgame, le projet final d'Elon Musk sur ce côté-là? Est-ce que c'est vraiment une attaque frontale vers Wikipédia et la volonté de vous remplacer, finalement? Oui. Alors, c'est vrai que si on rappelle pareil un tout petit peu, au début, Elon Musk était plutôt des bons mots envers Wikipédia. Et puis, ça a changé dans le temps. Et effectivement, ça fait 2-3 ans que régulièrement, évolué, le garçon, ça a un peu évolué. Ça fait quelque temps, effectivement, qu'il lance régulièrement des campagnes contre Wikipédia, appelant à ne pas donner, appelant justement Wikipédia, au début de l'échange. Et là, effectivement, le dernier né de cette lutte de Musk contre Wikipédia, c'est du coup Grokipédia. Alors, j'ai été regarder un petit peu aussi, parce que on me posait plein de questions sur Wikipédia, donc il fallait bien que j'aille regarder quand même de ce qu'il ce qui se disait. Désolé pour toi. Voilà, ça a aussi été une souffrance, je dois bien l'avouer. Mais globalement, en fait, ce que j'y ai vu, alors peut-être déjà dire que c'est pas la première fois. Des projets qui se veulent concurrents à Wikipédia, c'est pas la première fois qu'on en voit. Je mentionnerai juste, par exemple, RuWiki. Oui, effectivement. Ouais. Qui est le projet de Wikipédia contrôlé par le Kremlin. Aux États-Unis, il existait déjà, alors il ne s'est pas associé à eux, pourquoi, mais il existait déjà Conservapedia. La Wikipédia des conservateurs. Voilà, donc, je veux dire, les projets annexes, parce que ces personnes ne sont pas satisfaites du contenu sur Wikipédia ou de la façon dont ils peuvent influencer le contenu sur Wikipédia, décident de créer leur propre version à eux, qui correspond à leur idéologie et leur façon de faire. Et à leur réalité, finalement, à leur façon de façonner une partie de la réalité. Exactement. Parce que c'est quand même ça l'objectif. C'est ça l'objectif, complètement. Effectivement, avec Grokipédia, ce qui change, c'est l'acteur à l'origine, effectivement, de ce projet. Et surtout que l'idée, c'est que cette encyclopédie version Musk soit en plus améliorée par Grok, par son IA. Grok qui est entraîné, rappelons-le, sur les contenus de Wix. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Je vous le demande. C'est effectivement le projet de base. Alors, je ne sais pas trop où ça en est, j'ai pas trop suivi les dernières évolutions. Moi, ce que j'ai vu, c'est quand même que plusieurs médias ont fait le test sur certains sujets très précis. On voit très bien la mainmise, effectivement, de Musk sur ce qui est raconté, que ce soit sur sa propre biographie ou que ce soit sur des sujets auxquels il est particulièrement sensible. Je pense juste l'exemple des émeutes autour de Black Lives Matter. Bien sûr. Sur lequel, en gros, ce qui a été surtout mis en avant, dans Grokipédia, c'est le coût démentiel pour les assurances et non pas les origines du mouvement. C'est ça qui est mis en avant dans Grokipédia. Pardon, c'est à rire nerveux. Voilà. Mais après, petit fun fact, c'est que lorsque l'on demande quand même à Grok qui est le plus fiable entre Grokipédia et Wikipédia, Grok répond que Grokipédia est une encyclopédie d'opinion, que pour des faits justes et vérifiables, il vaut mieux aller sur Wikipédia. Bon, voilà. Donc même Grok dit qu'il vaut mieux aller sur Wikipédia. Alors il le dit pour le moment, on attend le moment où il va se faire redresser par Musk pour donner une réponse qui conviendra beaucoup mieux à son créateur. C'est bien le seul sujet sur lequel on peut faire confiance à cette espèce de prophète des temps modernes et de ce réseau infernal qui est devenu X. Ce qu'il y a d'intéressant, à observer en vous parlant, c'est la façon dont vous semblez rester optimiste par rapport à tout ça, parce qu'on dresse un tableau, pas catastrophique, pas apocalyptique, parce que c'est pas notre objectif. L'objectif n'est pas de faire peur, l'objectif est de se dire que d'observer ce qui se passe, notamment sur Wikipédia en l'occurrence, c'est de se dire comment effectivement on lutte collectivement contre ça. Vous avez mentionné des consortiums européens. Le bon niveau pour c'est l'échelle européenne à l'heure actuelle, selon vous ? Je pense. Sur beaucoup de sujets, je pense que c'est la bonne échelle.
Euh, il y a aussi, à l'échelle nationale, uniquement si on parle de la France, un enjeu quand même énorme en termes d'éducation. Je pense qu'on va tous être d'accord sur le fait qu'on a loupé le virage des réseaux sociaux il y a plus de 10 ans. On parlait d'éducation média de l'information que malheureusement on a peu vu. L'IA est déjà là, ça change les pratiques énormément et l'État est surtout en train de parler de l'IA aujourd'hui uniquement en termes de nouvelles dynamiques économiques. Ouais. Il faut être les leaders parce que sinon c'est les Chinois et les Américains qui vont nous passer devant. Voilà. Il faut créer des data centers, il faut plug the big club, Voilà. et on entend assez peu une nouvelle fois cette problématique de mais parlons de l'IA en termes d'impact sociétal. Parce que ce que l'IA fait, c'est les grandes IA génératives, notamment, je parle de ça, continue en fait ce mouvement de fracturation de l'information sur le web. On parlait au début, réseaux sociaux, du coup, j'ai accès aux informations que on veut bien me montrer, ce que les algorithmes veulent me montrer. En fait, l'IA poursuit ce processus. Parce que je n'ai accès à l'information que ce que les concepteurs de l'IA ont bien voulu lui faire dire comme réponse. Et le poursuit, le renforce et modifie. Je parlais de changement de paradigme tout à l'heure. C'est encore un enfermement plus important qu'une éventuelle bulle algorithmique. Complètement. On est sur quelque chose on l'a bien vu dans des exemples comme les IA chinoises, etc., qu'il y a des sujets qui sont bannis. Grok fait la même chose, etc. Donc il y a un vrai enjeu de ce côté-là, un enjeu vraiment sociétal, d'accès à l'information là-dessus. Et c'est peut-être dans cet enjeu-là où je perçois quand même parmi la société, en tout cas en Europe, un enjeu justement pour préserver ces espaces communs numériques. Voilà. C'est pour ça que je ne suis pas totalement, peut-être effectivement, défaitiste ou abattu. C'est que je me dis, il y a une dynamique qui est en cours, il faut la voir en face, il ne faut pas être naïf par rapport à ce qui se passe. Les attaques contre Wikipédia ou contre les grands sites de médias d'information sont les mêmes, c'est la même philosophie derrière que les attaques contre les universités, contre Harvard, etc. C'est l'attaque contre la connaissance. C'est la connaissance contre la connaissance, contre une connaissance que l'on ne veut pas voir ou que l'on n'accepte pas, et une lutte, comme on dit, je parlais de guerre culturelle, finalement une lutte pour prendre le contrôle de l'information, de ce qui est dit et comment c'est dit. L'enjeu, il est là, il est multifactoriel, il s'attaque autant aux universités qu'aux médias, qu'à Wikipédia, etc. Mais j'ai le sentiment tout de même, l'avenir me donnera raison ou tort, qu'il y a encore beaucoup de personnes, beaucoup de gens qui sont préoccupés par ce qui se passe et qui souhaitent venir soutenir quand même des espaces publics numériques sains. Nous, on le voit, à chaque fois que Elon Musk lance une nouvelle offensive contre Wikipédia, ce que l'on reçoit quand même majoritairement, c'est des messages de soutien et des dons supplémentaires pour le mouvement. Donc ça donne espoir. Le petit point que je mets, c'est qu'il y a les personnes qui sont aujourd'hui déjà, comme toi et moi, informées de ce qui se passe, qui en ont conscience. Relativement conscience. Et qui, du coup, vont soit soutenir, soit prendre des mesures, soit adapter leur façon de faire. Il y a une partie de la population, il ne faut pas s'en cacher non plus, qui est totalement en accord avec cette vision, avec cette façon de faire, et malheureusement, des personnes qu'on aura du mal à les convaincre. Il y a en revanche toute une partie de la population qui n'est pas consciente réellement des deux. De ces deux visions-là. De ces deux visions qui sont deux options en réalité. Qui sont deux options, exactement. Et il y a aussi beaucoup de gens qui, du coup, ne comprennent pas réellement les dynamiques numériques. Tout ça parce qu'on en parlait, parce qu'il y a peu eu de travail, d'éducation, d'information sur ce qui se passe réellement et comment ces systèmes sont construits. Nous, c'est vraiment notre enjeu. À Wikimedia France, notamment l'an prochain, on va pouvoir fêter les 25 ans de Wikipédia à partir de janvier et on aura la chance d'accueillir la Wikimania à Paris en juillet prochain. Donc c'est un grand événement Wikimedia. On compte bien profiter, nous, Wikimedia France, de cette période-là où on a beaucoup d'activités pour sensibiliser vraiment toute la population à comment fonctionne Wikipédia et comment se construit l'information sur les grandes plateformes, parce que c'est au-delà d'un enjeu purement contributif, c'est un enjeu démocratique. C'est un enjeu démocratique, c'est un enjeu d'espace public numérique, c'est un enjeu de, comme le dit votre stratégie 2030, d'infrastructure de l'écosystème, de la connaissance libre. Votre enjeu en 2030, c'est de faire de Wikipédia cette principale infrastructure de l'écosystème de la connaissance libre en se fondant sur
un certain nombre de principes qu'on a pu développer avec vous, avec toi maintenant, Rémi Gerbet, tout au long de cette conversation. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir jusque chez nous. Merci pour cette conclusion positive, parce que parfois on en a besoin aussi. Oui, ça fait du bien. Un peu d'optimisme qui souffle dans ce studio, ça fait du bien. Et puis, auditrices et auditeurs, penchez-vous sur la façon dont fonctionne Wikipédia, quels que soient vos a priori par rapport à ça. Essayez de, ne serait-ce que vous créer un compte pour regarder un petit peu sous le capot. C'est toujours extrêmement intéressant. Vous comprendrez un petit peu peut-être mieux ce dont on a parlé dans la partie organisationnelle de la façon dont fonctionne l'encyclopédie aujourd'hui au cours de ce podcast. Et puis, faites un tour en juillet, du coup, à Wikimania à Paris. Merci encore, Rémi, d'être venu jusqu'à nous. Et puis bon vent, on se réinvite en 2030 pour voir si vous êtes devenu avec grand plaisir. La principale infrastructure de l'écosystème de la connaissance libre. Merci à très beaucoup. bientôt. Et pour vous, chers auditrices et auditeurs, à très bientôt, oui, puisqu'on se retrouve dès la semaine prochaine. On continue notre exploration de cette guerre culturelle en cours, en gardant effectivement l'optimisme et le sourire, parce que c'est toujours mieux comme ça. Propagation, un podcast produit par Justin Poncet, d'Opsi.ai. Animation Guillaume Ledy. Réalisation Roman Munier. Générique Martin Commandeur. Graphisme Gauthier Gevray. À la semaine prochaine.